Amis Potterhead et roulistes en tout genre, soyez les bienvenus sur cette seconde vidéo de Creatio Personae, vidéo dans laquelle je vous propose de créer pas à pas un personnage pour Harry Potter jeu de rôle. Je suis Kull, et aujourd'hui nous allons nous atteler à la création d'un personnage basé sur l'archétype cérébral ou élève modèle. Afin de suivre pas à pas cette création, je vous encourage à vous munir du matériel présenté dans la vidéo d'explication du concept, à savoir une feuille de personnage compatible avec Harry Potter jeu de rôle, qui est téléchargeable sur notre site à l'adresse indiquée en description de cette vidéo. Vous aurez également besoin de la base au chapitre de création des personnages, ainsi qu'un générateur de dés. Si vous êtes prêts, nous pouvons commencer notre création. Comme nous avons pu le voir dans la vidéo précédente, l'archétype de personnage est très important, car c'est lui qui déterminera où placer les caractéristiques dominantes et où ajouter des points de compétence lors de la création. L'archétype nous donne également une ligne directrice pour le choix des avantages et désavantages. Notons notre archétype élève modèle sur notre feuille de personnage pour garder cette ligne directrice en tête. Pour ce faire, nous allons utiliser la case apparence de notre personnage. Nous sommes maintenant prêts pour la deuxième étape. Celle-ci consiste à déterminer les caractéristiques de votre personnage. Il y en a en tout 8. Qui renseigneront à la fois sur les facultés mentales et physiques de votre personnage. Rappelons qu'une description détaillée de celles-ci et de leur utilisation est proposée dans ce chapitre. Je vous y renvoie en cas de question. Certaines de ces caractéristiques sont plus importantes que d'autres, et c'est là qu'intervient votre archétype. Pour notre élève modèle, les caractéristiques les plus importantes sont l'intelligence, le pouvoir, la perception et la dextérité. Notons-les dans la case apparence de notre feuille de personnage pour ne pas les oublier. En fonction des résultats de nos jets de dés, nous favoriserons donc ces caractéristiques au détriment des autres. Passons maintenant au lancer de dés. Pour chaque caractéristique, on effectuera un jet à 2d6 plus 6. Cela revient à lancer 2 fois un dé à 6 faces, additionner les résultats et ajouter 6. On note ensuite les résultats sur la feuille de notre colonne apparence avant d'attribuer les résultats les plus hauts dans les caractéristiques importantes pour notre archétype. Je vais maintenant procéder au lancer des 8 caractéristiques et noter les résultats obtenus dans la colonne apparence de notre feuille de personnage. Comme premier résultat, un 8. Second résultat, un autre 8. Troisième résultat, un 6, valeur dans la moyenne. Ensuite, un 4, valeur assez faible. Ensuite, un 7, relativement bonne caractéristique. Un 10, excellent. Ensuite, un 9. Et pour la dernière caractéristique, un 11. Formidable, une excellente caractéristique. Nous voici donc avec nos 8 caractéristiques tirées pour notre personnage. Nous allons pouvoir passer à la suite. Avant de passer à la suite, je vais trier ces valeurs obtenues pour avoir les plus hautes en premier et pouvoir les répartir dans les différentes caractéristiques en fonction de l'archétype avec plus de facilité. Il nous reste encore à ajouter plus 6 à chacune de ces caractéristiques pour obtenir les valeurs des 2d6 plus 6 citées précédemment. À notre 11, on ajoute 6, ce qui nous donne 17. À notre valeur de 10, on ajoute 6, ce qui nous donne 16. 9 plus 6, 15. 8 plus 6, 14. À 2 reprises, 7 plus 6, 13, 6 plus 6, 12, et finalement 4 plus 6, 10. Nous sommes désormais prêts à répartir ces différentes caractéristiques. Nous avons maintenant nos meilleures caractéristiques en premier et nos caractéristiques importantes pour notre archétype. Il ne reste qu'à réfléchir à celles qui nous paraissent le plus important. Je pense que nous pouvons garder l'ordre cité dans la base. Comme je désire faire un élève modèle, je pense que l'intelligence est la valeur la plus importante. Cela nous permettra d'apprendre des sortilèges plus facilement et de nous souvenir des cours appris. Je place donc le 17 en intelligence.
Un élève modèle a également besoin d'une valeur de pouvoir importante afin que l'efficacité de ses sorts soit maximale. Je place donc la valeur 16 en pouvoir. Finalement, je complète mes caractéristiques dominantes avec un 15 en perception et un 14 en dextérité. Il nous reste désormais à répartir les caractéristiques plus faibles, celles de moindre importance pour notre archétype, soit la force, la constitution, la taille et l'apparence. J'ai envie que mon élève modèle tienne la distance et puisse travailler longtemps sans tomber de fatigue à tout bout de champ. Une bonne valeur de constitution est alors importante. Je place mon second 14 en constitution. J'ai également envie de sortir du cliché de l'élève modèle boutonneux et moche selon les critères d'élèves de 11 ans. Je place donc mon 13 en apparence. Finalement, je place mon 10 en force et mon 12 en taille, ce qui termine la répartition de mes caractéristiques. Nous en avons pratiquement terminé avec les caractéristiques de notre personnage. Il nous reste encore à appliquer les différents malus dus à l'âge. Ce malus s'applique aux caractéristiques force, constitution et taille, et équivaut à -5 pour un élève de 11 ans. On diminue donc chacune de ces caractéristiques de 5 points. Cela nous permet de finir cette seconde étape de création de personnage. Nous pouvons désormais passer à la troisième étape de création de personnage, à savoir la détermination des valeurs dérivées. Cette troisième étape est un peu plus rapide que la précédente. Maintenant que nous avons nos caractéristiques, nous allons déterminer les valeurs dérivées de celles-ci. Commençons par les points de vie. Pour calculer les points de vie de notre personnage, il faut additionner les valeurs en constitution et en taille avec les malus dus à l'âge du sorcier. Et on divise par 2. Pour notre élève modèle, cela donne 14 moins 5 plus 12 moins 5, soit un total de 16. On divise ensuite par 2 pour obtenir 8. On note donc 8 points de vie sous la case correspondante de notre feuille de personnage. Pour le bonus de dommage ensuite, on additionne la force et la taille du personnage, également avec les malus dus à l'âge. Cela nous donne donc 10 moins 5 plus 12 moins 5, soit un total de 12. En se référant à la liste de l'étape 3, notre personnage n'a donc pas de bonus de dégâts, ce qui est logique. Le jet d'idées maintenant. Cette compétence se calcule en multipliant la caractéristique intelligence du personnage par 5. Dans notre cas, cela nous donne 17 x 5, soit 85. Le jet d'idées est donc à 85%. On note cette valeur sous la case correspondante de notre feuille de personnage. Dernière valeur dérivée, le jet de chance. Comme pour l'intelligence, le jet de chance se calcule en multipliant une caractéristique de notre personnage par 5. Il s'agit ici de la caractéristique pouvoir. Cela nous donne donc 16 x 5, soit une compétence à 80%. On note cette valeur sous la case correspondante chance de notre feuille de personnage et nous en avons terminé avec les valeurs dérivées. L'étape suivante de création consiste à déterminer les coups de pouce et croche-pattes du destin. Personnellement, j'apprécie beaucoup cette étape car ça permet de donner un petit peu de relief à son personnage, avec une sorte de travers que représentera le croche-patte du destin et un très gros avantage représenté par le coup de pouce. Pour déterminer ceci, nous allons donc suivre le lien proposé dans le document et nous rendre au chapitre 4. Nous allons désormais effectuer les 2 jets de D12, le premier pour le coup de pouce du destin et le second pour le croche-patte. On obtient donc un 10, soit prodige. C'est parfait, nous allons noter celle-ci un petit peu plus bas sur la feuille de personnage. Prodige donc, qui va doubler la valeur d'une des caractéristiques. Ça tombe bien, on voulait faire un élève modèle, un élève cérébral. Nous allons donc choisir la valeur d'intelligence doublée. Cela va nous obliger à refaire certaines petites corrections. Retourner dans les caractéristiques, noter 17 x 2. Et aussi le jet d'idées qui est dérivé directement de la valeur d'intelligence, soit un 85% x 2, ce qui nous donne donc un 170%. Nous aurons donc un personnage qui aura une mémoire hors pair et une capacité à apprendre des sortilèges absolument incroyable.
Passons maintenant à la seconde partie, à savoir le croche-patte du destin. Lançons une nouvelle fois le D12 pour obtenir 11. 11, nous obtenons souffre-douleur. Nous allons donc noter celui-ci sous le croche-patte du destin et nous interroger pour voir si les deux sont compatibles. Regardez, rien n'empêche d'être très intelligent et d'un autre côté être souffre-douleur. Bien au contraire, les deux vont très bien ensemble et correspondent assez à l'idée qu'on se fait généralement d'un élève modèle. Et ça va même nous orienter sur certains choix d'avantages et de désavantages pour la suite de création de notre personnage. Pour l'étape 5 de la création de notre personnage, nous devons déterminer le sang du sorcier. Nous avons le choix entre sang pur, sang mêlé et nez moldu. Ni le coup de pouce du destin, ni le croche-patte du destin ne nous donnent de ligne claire pour le sang du sorcier. Même si Prodige laisse à penser qu'un ancêtre possédait des capacités magiques très développées. Qu'à cela ne tienne, choisissons un sang pur pour coller à notre coup de pouce du destin. Ce choix aura pour conséquence de donner accès aux compétences de sorcier avec les bonus de base à notre personnage. D'un autre côté, ce choix lui bloquera l'accès aux compétences moldues. On va donc griser cette partie pour ne pas être tenté d'y répartir des points par la suite. Nous arrivons maintenant à la 6e étape de création de notre personnage, qui est certainement celle qui vous prendra le plus de temps. Durant celle-ci, vous allez personnaliser votre personnage en lui ajoutant des avantages et des équipements particuliers qui feront de lui un sorcier unique. Afin de ne pas avoir de doublons avec les axiomes de maison, je vous encourage vivement à déterminer la maison dans laquelle votre personnage évoluera afin de recevoir les axiomes de maison. Pour ce faire, vous pouvez vous baser sur le questionnaire du choix-peau magique à disposition dans la base. Mettons que, dans notre exemple, notre élève modèle soit accepté chez les Serres d'Aigle, après avoir passé la cérémonie de répartition, bien entendu. Nous ajoutons le symbole de la maison Serres d'Aigle à notre feuille de personnage, ou nous pouvons continuer sur la feuille spécialement conçue pour cette maison. Pour notre exemple, nous allons prendre la deuxième option. Pour rappel, les axiomes de maison correspondent à 2 avantages et un désavantage possédés par chaque membre d'une même maison. Notre élève modèle appartenant à la maison Serres d'Aigle, il possède donc les axiomes suivants. L'avantage érudition, qui octroie un bonus de 15% dans une compétence style connaissance, mythes et légendes, etc. et qui fait gagner un tiers d'expérience en plus dans cette compétence. On gardera ce bonus en tête lors de l'attribution des points de compétence à l'étape suivante de création de personnage. L'avantage sagesse, qui octroie une nouvelle compétence nommée méditation, à 15% de maîtrise et une maîtrise maximale de 95%. Cette compétence permet de diminuer le stress de l'élève, ce qui est pratique avant les examens. Finalement, le désavantage cérébral, qui donne un malus à l'initiative lors d'affrontements. On peut noter ces 3 axiomes dans la case correspondante de notre feuille de personnage. On notera également la compétence méditation sous la case compétences liées aux avantages et apprentissages, avec la maîtrise de base et la maîtrise maximale citées précédemment. Avant de passer au choix des avantages et désavantages, nous allons faire un petit rappel sur le fonctionnement de l'achat de ces derniers. Comme on peut le lire dans la base, il y a en tout et pour tout 6 points à répartir dans 5 catégories. L'une de ces catégories concerne les avantages et désavantages personnels. Les 4 autres catégories étant regroupées sous les possessions matérielles. Dans les possessions matérielles, nous avons le balai, le familier, les objets magiques mineurs, ainsi que la baguette. La répartition de ces points dans les différentes catégories fonctionne de la manière suivante. Lorsque vous achetez un avantage, celui-ci vous coûte un certain nombre de points. Par exemple, si je choisis l'avantage chanceux, cela me coûtera 2 points. Ça diminuera donc mon total de 6 de 2 points, il m'en restera 4 pour répartir dans les autres catégories. D'un autre côté, si j'achète un désavantage, cela me redonne des points. Par exemple, si je choisis de prendre amoureux collant, cela me rajoutera 1 point à mon stock de 4, et donc j'aurai de nouveau 5 points à répartir. Au final, peu importe le nombre d'avantages et de désavantages achetés, il faut que le total arrive à 0 points.
Veillez cependant à ne pas prendre trop de désavantages pour que votre personnage reste jouable. Rappelons rapidement ce qu'il se passe si on décide de ne pas dépenser de points dans chacune des catégories. Si pour les avantages et désavantages personnels on choisit de ne pas dépenser de points, du coup de ne pas acheter d'avantages, de ne pas acheter de désavantages, cela fera que le personnage aura uniquement les axiomes de maison. Pour les possessions matérielles, voilà ce que ça donne. Dépenser 0 points pour le balai nous donnera un brosse dur classique, de mauvaise qualité et n'ayant pas de bonus pour les compétences volant balai ou Quidditch. Pour le familier, dépenser 0 points donnera simplement accès à un familier classique, genre crapaud, chouette, hibou ou un rat, mais qui ne possède pas de capacité magique. Pour les objets magiques mineurs, dépenser 0 points fait simplement qu'on ne possédera aucun objet magique. Finalement la baguette, si on choisit de dépenser 0 points dans la baguette, cela nous donnera accès à une baguette classique qui octroie un bonus de 10% dans une compétence. Nous voilà prêts à répartir nos 6 points dans les différentes catégories à disposition. Je vais choisir de commencer par les possessions matérielles, et plus précisément par le familier. Je ne pense pas que notre élève modèle ait besoin d'un familier avec des capacités magiques, il n'a que peu de temps à lui consacrer de toute manière. Je décide donc de dépenser 0 points, et du coup j'obtiens un familier classique sans capacité magique, mettons une chouette. Pas besoin non plus d'un balai de compétition pour notre élève modèle. Je décide donc de dépenser 0 points dans cette catégorie et du coup j'obtiens un brosse dur classique fourni à tout élève qui commence l'école. Pour les objets magiques, je me dis qu'avoir une petite plume à dicter pourrait être intéressante pour noter tout ce que je lui dicte. Ça me facilitera le travail pour tout ce qui est des devoirs et autres dissertations et ça me fera gagner du temps. Cela me coûte 1 point et fait donc baisser mon total de 6 points à 5. Concernant la baguette, on va déjà un petit peu empiéter sur la dernière étape de création du personnage en choisissant un bonus de 10% en enchantement. Car je désire dépenser 0,5 points pour augmenter mon affinité de 5% dans celui-ci. Et donc passer à un bonus de 15% en enchantement. Cela fait passer mon total de points à disposition à 4,5. Passons désormais aux avantages et désavantages personnels. Comme je fais un élève modèle, je choisis de prendre l'incontournable premier de la classe, qui m'octroiera des bonus lors des différentes épreuves, examens et tests, et qui me fera faire mes devoirs en un tiers du temps nécessaire, me laissant pas mal de temps pour la suite, pour les petits à côté, les lectures d'autres livres et l'apprentissage de nouveaux sortilèges et potions. Cela me coûte 1 point. Cela fait passer donc mon total de points à disposition à 3,5. Je choisis ensuite de prendre Fortuné. Cela me permettra d'obtenir plus d'argent en début d'année et donc de pouvoir dépenser dans l'achat de livres, de composantes de potions de meilleure qualité et me donnera un plus large panel de choix pour l'apprentissage de mes sortilèges et de mes potions. Ceci coûte 0,5 points et fait donc passer mon total de points à 3. Finalement, je choisis de prendre 2 autres avantages, facilité en potions et en mauvais sorts, 2 fois 1 point pour un total de 2 points, qui me diminue le nombre de points à répartir à 1. Je choisis ensuite de prendre un petit désavantage, lacune en vol en balai, ce qui va de pair avec le fait qu'on n'ait pas un balai de très bonne qualité, et qui me redonne 1 point. Cela fait passer mon total de points à répartir à 2. Ceci me permet de gagner un avantage supplémentaire, l'égilimence, qui me permettra de lire dans les pensées des autres élèves, qui pourrait s'avérer bien pratique. Cela me coûte
2 points, diminuant mon total de points à répartir à 0. Nous voilà donc arrivés au terme de l'achat d'avantages et de désavantages. Pour clore cette étape, il nous reste encore à reporter les différents avantages et désavantages sur notre feuille de personnage, en pensant également à ajouter la compétence Légilimency sous compétences liées aux avantages et apprentissages. Et nous pouvons passer à l'étape suivante. Maintenant que les avantages et les désavantages ont été choisis, il ne nous reste plus qu'à choisir quelles compétences seront augmentées. Nous en avons énormément à notre disposition qui se définissent selon différentes catégories. Nous avons les compétences générales que tous les sorciers possèdent, qui sont caractérisées par une maîtrise de base et une maîtrise maximale. De plus, pour notre élève modèle, sa nature de sang pur lui donne accès à la liste des sorciers, liste des compétences qui ne sont utilisables que par les sorciers, également définie par une maîtrise de base et une maîtrise maximale. C'est donc dans ces deux catégories que nous allons dépenser nos différents points de compétences. Pour rappel, vous trouverez dans la base un descriptif détaillé de toutes ces compétences, de leur utilisation et des petites subtilités les concernant. Je vous recommande de les lire pour de plus amples informations. À la fin de ce chapitre, vous trouverez également un tableau indiquant les différentes compétences conseillées par rapport à l'archétype que vous avez choisi en début de création. Je vais me baser sur celui-ci pour notre élève modèle, en y intégrant quelques petites modifications au fur et à mesure. Pour la répartition des points de compétences, je vous conseille vivement de vous référer aux compétences conseillées pour un élève modèle, décrit sous l'archétype de chacun des personnages. Comme pour tous les élèves, nous avons 400 points à répartir dans les différentes compétences, avec un petit bonus de 15% dû à notre érudition qui nous vient de l'axiome cerf d'aigle et que nous devrons répartir dans une connaissance ou une langue. En regardant les compétences conseillées pour un élève modèle, nous voyons que celles-ci sont la bibliothèque, la connaissance scolaire en général, la langue étrangère, mettons ici le japonais, et la langue natale. Notre nature de sang pur nous ajoute également les compétences dites de sorcier, à savoir connaissance, mettons ici une connaissance en malédiction, mais nous aurions bien pu prendre plantes, quidditch ou d'autres choses, mais malédiction ira très bien pour notre élève modèle. Nous avons également la culture générale des sorciers, la culture générale des moldus, le latin de sorcier, et finalement, mythes et légendes des sorciers. Comme on voit, il n'y a pas énormément de compétences, donc nous allons aller puiser quelques autres compétences de base pour les ajouter à notre personnage. Comme par exemple, un petit peu de discrétion, fouille-ménage, orientation, persuasion baratin, et pour finir un petit peu de psychologie. Nous avons maintenant notre lot de compétences qui nous intéressent et dans lesquelles nous allons répartir nos points. Nous allons commencer par regarder un petit peu qu'est-ce que nous avons comme pourcentage de base de maîtrise pour chacune de ces compétences, histoire de savoir combien de points on va dépenser. Pour nos 4 compétences de base qui nous sont conseillées pour un élève modèle, nous avons les pourcentages de maîtrise de base suivants. 15%, 1 10%, 1 0% et finalement un 70%. Pour nos compétences de sorcier, 1 0% en connaissance, 20% en culture générale des sorciers, 0% en culture générale des moldus, un 15% en latin et pour finir, un 0% en mythes et légendes des sorciers. On va également regarder quel pourcentage de base nous avons pour les compétences supplémentaires que nous avons ajoutées. 10% en discrétion, 20 en fouille-ménage, 20 en orientation, 10 en persuasion baratin et finalement 0% en psychologie. Voilà pour ces maîtrises de base. Maintenant que nous les avons en visuel, nous allons pouvoir répartir nos différents points. Commençons. Je désire avoir un bon pourcentage en bibliothèque pour rechercher plus facilement les ouvrages dont j'aurai besoin. Je place donc un 35% dans cette compétence, en plus des 15% de base.
Cela nous laisse 365 points à répartir. Ensuite, je choisis de maxer connaissances scolaires, puisque la maîtrise maximale à notre niveau, c'est-à-dire en débutant les cours, est à 50%. En ajoutant ce 40%, cela nous laisse 325 points à répartir. Je désire quand même pouvoir parler correctement ma langue étrangère, pouvoir l'écrire avec aisance, etc. Je choisis donc de directement dépenser 50 points dans celle-ci. Cela met 275 points à répartir encore. Je vais augmenter un petit peu ma langue natale de 10%, afin de pouvoir utiliser des tournures de phrases un petit peu plus complexes lors de mes différents travaux et avoir des notes de meilleure qualité. Passons maintenant aux connaissances dites de sorcier. La connaissance de malédiction étant à 0%, je vais dépenser 30%, auquel je vais ajouter les 15% de l'axiome érudition. Notons que ces 15% sont en plus des 400 points à répartir car elles proviennent d'une compétence à côté. J'enlève donc uniquement ces 30% à notre total à répartir, ce qui mène à 235. Je décide ensuite d'ajouter 25% en culture générale sorcier, ainsi que 25% en langue latin sorcier, ce qui diminue le nombre de points à répartir à 185. Je décide ensuite de mettre 30% en culture générale des moldus, qui sera un petit peu plus faible que celle de connaissance générale sorcier, c'est parfait pour notre sang pur. Cela fait baisser notre total de points à répartir à 155. Reste mythes et légendes des sorciers, auxquels je vais dépenser 40% de mes 155 points à répartir, ce qui m'en laissera 115 pour les petites compétences que j'ai décidé d'ajouter. Dépensons maintenant 20% en discrétion ainsi que 20% en fouille-ménage, pour un total de 40% qui mène notre total de points à 75. Ensuite, je décide d'ajouter 10% en orientation, ce qui me laisse 65 points à répartir. J'aimerais avoir un peu de persuasion baratin, surtout pour pouvoir avoir accès à certains livres qui sont classés dans la zone interdite de la bibliothèque, ou pour simplement négocier à des meilleurs prix certains ingrédients de potions ou certains autres éléments qui me seront utiles durant mon année scolaire. Je dépense donc 30% dans la compétence baratin persuasion, ce qui mène notre total de points à répartir à 35. Et finalement, je désire savoir comment se sent la personne en face, ce qui me sera particulièrement utile lorsque je voudrais utiliser ma légilimencie, et je dépense donc les 35 points restants dans cette compétence, ce qui mène le nombre total de points à répartir à 0. Nous en avons donc terminé avec cette partie. Il ne nous reste qu'à répartir les différents pourcentages dépensés sur notre feuille de personnage, compléter avec les compétences qui ne font pas partie de cette liste, et nous en avons terminé avec cette étape de création de personnage. Avant d'en finir avec la répartition des points de compétences, il y a un petit détail qu'il nous faut encore éclaircir. Vous l'aurez certainement remarqué, certaines maîtrises maximales sont indiquées comme ayant un pourcentage plus 3 petits points pour cent. Cela signifie que ces compétences vont voir leur maîtrise maximale augmenter au fil des années. À partir de la deuxième année, vous gagnerez un bonus à cette maîtrise maximale de 10%, la troisième année 20%, etc. jusqu'à un total de 90%. La première année, cependant, ces pourcentages restent à 0%. Nous allons donc modifier ces différentes compétences pour indiquer ces pourcentages avec le 0%, comme ça nous serons bons et il n'y aura pas de méprise possible. Cela vaut également pour les compétences de sorcier. Voilà qui est fait, nous avons terminé la répartition de nos différents points de compétences pour notre élève modèle. Nous pouvons passer à l'étape suivante. L'étape 8 de création de personnage est un peu plus rapide. Elle consiste à déterminer les caractéristiques de notre baguette. Nous avons déjà légèrement empiété sur ce point en attribuant 15% de bonus en enchantement avec notre baguette lors du choix des avantages et des désavantages. Une description complète des baguettes
des bois, la taille et des cœurs est disponible en suivant le lien sous le chapitre de l'étape 8. Je ne vais pas déterminer aléatoirement de quel bois est fait ma baguette. Je vais choisir le tilleul argenté qui est un bois qui se prête particulièrement bien à la légilimencie. De cette manière, je colle déjà au mieux avec l'un des avantages que j'ai choisi. Pour le cœur, choisissons une plume de phénix, ce qui nous donnera une baguette très puissante, parfaitement raccord avec notre coup de pouce du destin, prodige. Concernant la longueur de la baguette, cela importe peu. Nous allons donc faire un petit tirage aléatoire dans la tabelle en lançant un dé 100. Procédons. On obtient donc un 6, donc une baguette très courte. Prenons simplement la moyenne, modifions légèrement celle-ci, 16,5. On va noter 16,55 cm, ce sera parfait. Cœur, plume de phénix, bois, tilleul argenté. Dernier point à prendre en considération, bien vérifier que le bonus d'affinité, notre 15% en enchantement, ait été reporté sous la compétence scolaire correspondante de notre feuille de personnage. Ici, on remarque enchantement, bonus de 15%, c'est parfait. Nous en avons terminé avec l'étape de création de la baguette. Nous pouvons passer à l'étape suivante. Nous en avons bientôt terminé avec la création de notre élève modèle. Il ne nous reste désormais plus que 2 étapes. L'avant-dernière consiste à choisir 2 sortilèges qui sont offerts et que notre personnage maîtrisera à son entrée à l'école. Pour ce faire, vous pouvez cliquer sur le lien de l'étape 9 pour atteindre la description des différents sortilèges. Nous allons donc choisir un sortilège de niveau 0 et un sortilège de niveau 1. Bien y regarder, le sortilège de parapluie pourrait être pas mal utile pour notre élève modèle. Cela lui permettra de générer un bouclier repoussant la pluie et du coup évitant que ses affaires, particulièrement ses livres, ne soient mouillés. Pour les sortilèges de niveau 1, on a un petit peu plus de choix. Et je pense que prendre un sortilège de révélation pourrait être sympathique. Cela nous permettra de repérer les objets cachés magiquement ou non, et cela nous sera bien utile durant notre année scolaire. Nous reportons donc ces 2 sortilèges sur notre feuille de personnage, dans la tabelle sortilèges. J'ai choisi de mettre une couleur particulière car ces 2 sortilèges seront lancés d'une manière un peu particulière. On n'utilisera pas directement la compétence enchantement, puisque les 2 sortilèges sont des enchantements, mais nous utiliserons la valeur de la caractéristique pouvoir de notre personnage pour les lancer. Nous voici arrivés à la dernière étape de création de notre élève modèle, à savoir la finition et le background. Il y a certains éléments sur votre feuille de personnage que vous pouvez désormais compléter pour finaliser votre personnage, comme par exemple le nom, choisissons ici Marshall William, le sexe masculin du coup. Étant donné qu'il s'agit d'un élève de Serre d'Aigle qui commencera sa scolarité à Poudlard, celui-ci aura 11 ans. Il y a certaines exceptions dans d'autres écoles, comme par exemple à Maotokuro, où les élèves peuvent commencer plus tôt leur scolarité. Le niveau de scolarité sera donc première année. Pour l'argent, celui-ci est indiqué à la fin de cette 10e étape. En temps normal, un joueur commence avec 15 galions comme argent de poche, mais rappelez-vous, nous avons choisi l'avantage fortuné qui nous ajoute quelques galions, c'est-à-dire 50 à disposition. Ce sera très utile pour l'achat de certains livres et de certains matériaux pour les potions. Les points de fougue maintenant. Chaque élève débute son année scolaire avec un point de fougue qui permettra d'inverser certains résultats pour les jets de dés, ce sera vraiment très pratique. Nous pouvons supprimer désormais notre archétype car celui-ci est terminé, noter 2-3 éléments dans apparence, faire un petit dessin ou coller une image qui vous plaît pour personnaliser votre personnage. Dernière étape, peut-être vérifier que les différents bonus de vos avantages et désavantages soient représentés correctement sur votre feuille. J'ai choisi ici d'utiliser de petites étoiles
à côté des différentes compétences pour me souvenir que ces compétences monteront plus vite en expérience, qu'à chaque jet de dés, je gagnerai un tiers d'expérience en plus. Idem pour les malus, de notre désavantage volant-balai, qui me retire 10%, mais qui fera que cette compétence évoluera un tiers plus lentement que les autres. Voilà pour la création de notre personnage. Celui-ci est désormais terminé et prêt à être joué. Nous en avons maintenant terminé avec notre création de personnage pour l'archétype élève modèle. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici et j'espère réellement que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce bleu et à partager cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne pour ne rien rater de nos nouveautés et à nous soutenir sur notre Ko-fi. C'était Keul pour Geekit, que la passion vous guide et vous accompagne.